Ok, bonjour à tous. Bonjour à tous. Et il est 11h pile, on va commencer à l'heure. Et on va commencer donc ensemble ce dernier temps sur une série de 3 conférences autour de la thématique du livre d'artiste. Donc, je vais commencer par un bref résumé des épisodes précédents, mais vraiment vif, rapide, histoire juste de recontextualiser un petit peu le travail, le moment qu'on va passer ensemble aujourd'hui. Et donc je tenterai aujourd'hui de circuler toujours un peu pareil. On est sur des conférences un peu décontractées, hein, donc c'est-à-dire l'idée c'est de pouvoir circuler à travers les pratiques du livre d'artiste. Aujourd'hui on va être sur les pratiques contemporaines, donc je proposerai de voir un certain nombre de plasticiens, d'artistes du livre, d'artistes en fait, voilà, qui font des livres, pour essayer de dégager un peu les enjeux propres à ce type d'objet, et particulièrement donc aujourd'hui la manière dont il s'articule dans un temps présent. Je vais y revenir rapidement peut-être en introduction, mais d'abord, bref résumé des épisodes précédents. Donc, on a vu les 2 fois, sur la première conférence, on était sur donc, le livre illustré. Pour ceux qui étaient là, rappelez-vous, ça a été l'occasion déjà de faire une première naissance, déjà, hein, de marquer un peu le point de départ. On était vers 1870 à peu près, 1880. On avait parlé de Mallarmé, on avait parlé de Manet, on avait vu un peu comment tout ça s'était construit dans la première moitié du XXe siècle. Et on avait commencé donc à tracer aussi des espèces de grandes lignes de partage entre ce qui était le livre et ce qu'il est devenu. J'entends le livre d'artiste. Hein. D'ailleurs, je le redis encore à nouveau pour vraiment qu'il n'y ait pas trop de confusion. On parle de livres d'artistes de manière assez récente. Hein, d'accord ? Quand je dis livre d'artiste, je parle des livres d'artistes qui ont été produits depuis les années 60. Avant ça, on parle de livres illustrés, ou de livres de peintres, ou de livres de dialogue aussi, une formulation plus de spécialistes, mais qui est pas mal aussi. Voilà, et on avait marqué, donc je le redis vite fait, une séparation très forte, notamment, c'était que le livre illustré était toujours un livre de seconde main pour l'artiste. C'était ce qui était un peu gênant, même si les artistes reprenaient la main petit à petit, on l'a vu avec Matisse, on l'a vu un peu avec Dali, etc. Malgré tout, l'écrivain venait toujours en premier. C'était un peu l'élément crucial. Il y a toujours un texte canonique, un texte poétique qui vient justifier, ou qui vient conditionner presque la réalisation des images. Ce qui est à la fois intéressant pour l'artiste, mais aussi toujours un peu gênant, parce qu'il est dans une place d'illustrateur. Il doit venir, comme disait Matisse, il est un second violon. Le premier violon, c'est toujours l'écrivain. On avait vu 2-3 autres petites différences, mais je ne vais peut-être pas y revenir. On y avait passé pas mal de temps justement sur la deuxième conférence, où là, je m'étais intéressé à la naissance véritable de ce qu'on appelle aujourd'hui le livre d'artiste. Donc, depuis les années 62, pour être précis, on avait commencé avec toujours M. Ruchet, qu'on ne va pas voir aujourd'hui. Hein. On avait déjà passé pas mal de temps la semaine dernière. C'est un auteur difficile, pas évident, mais en fait passionnant quand on rentre dedans, et qui a beaucoup plus d'humour que ce qu'on peut imaginer. Moi, je l'ai redécouvert justement, peut-être en travaillant ces conférences, à quel point cet artiste qui est plutôt catalogué du côté des conceptuels, des pop art, voire même des land art parfois. On le met en préfigurateur de beaucoup de choses sur ces années 60, qui sont des années cruciales pour la renaissance de l'art. En fait, c'est un type qui est très difficile à caser. Et ça, c'est toujours intéressant. On a un peu pareil avec Bruce Nauman en ce moment, qui est à la Fondation Louis Vuitton à Paris, qui est un artiste très intéressant pour ça, parce qu'on ne sait pas trop où le mettre. Il est un peu conceptuel, un peu pop, un peu performance, etc. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et donc, on avait vu, je termine là-dessus, sur cette seconde conférence, dans quelle mesure la renaissance du livre d'artiste, la naissance véritable, même si ce n'est pas une table rase, bon, allait permettre de remettre en cause tout ce qui avait été mis en place auparavant, c'est-à-dire, non, le livre d'artiste, c'est un livre d'un seul artiste, existe l'écrivain,
c'est un objet artistique à part entière, et surtout, c'est un petit peu la deuxième dimension qu'on va retrouver beaucoup aujourd'hui, c'est un objet pauvre. Pauvre au sens, dans tous les sens du terme. Il est riche et pauvre, il est riche de sa pauvreté, pauvre de sa richesse, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il est simple, toujours très simple. Le livre illustré, je le rappelle, était très cher en général. Petit tirage, numéroté, des gravures, des reliures en cuir, des papiers comme ci, des choses comme ça, des boutiques spécialisées, des galeristes, des bibliophiles, donc des collectionneurs en fait, ont retrouvé sans grande nuance on va dire, le spectacle un peu du marché de l'art, avec le collectionneur qui a les moyens d'eux, etc. Bon, le livre d'artiste, ça va être autre chose. Ça va être non, on est vraiment dans la société industrielle. Et de manière un peu utopique, on va envisager d'investir le champ de la masse diffusion. En fait, ce ne sera jamais de la masse diffusion. On va essayer en tout cas d'investir le champ de la librairie, le champ de la production de livres. Donc on fait des livres simples. On voit un peu avec Rucher ici par exemple. C'est un livre très banal, d'accord? Donc c'est comme ça qu'on définit le livre d'artiste. Un livre banal en fait. Un livre étrangement banal. Un livre non numéroté. Un livre à tirage illimité. Donc un objet artistique, normalement un objet unique, mais tout de suite multiple. Ça c'est très bizarre. Un objet, quand vous avez par exemple un Rucher entre les mains, vous pouvez être sûr que c'est un objet qui a été multiplié, 1000, 300 exemplaires au début, puis Rucher dit 300 c'est pas assez, c'est pas possible. C'est déjà trop précieux. Donc, deuxième tirage quelques années après, 1000 exemplaires, et depuis des retirages aussi successifs, on le verra un petit peu tout à l'heure. Donc en fait, quand vous avez le livre entre les mains, que ce soit l'édition originale, que ce soit l'édition d'après, que ce soit même un facsimilé qui aurait pu être fait aujourd'hui, c'est toujours l'original. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de pièce unique. Donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire, un peu utopie années 60 aussi, ça veut dire l'art pour tous, ça veut dire la possession, l'appropriation est secondaire. Ce qui compte, c'est d'avoir l'intensité artistique, d'avoir le projet, d'avoir l'œuvre aussi, hein, mais une œuvre qui va passer par ce type de médium. Voilà, et nous voilà donc aujourd'hui avec ce troisième temps, qui est un temps un peu délicat pour moi, parce que je me suis dit, bon, pour la troisième séquence, tu vas essayer de parler du temps présent. C'est-à-dire, on était plutôt sur les années 60 la dernière fois. Qu'est-ce qui se passe pour le livre d'artiste aujourd'hui? Alors ça pose pour moi des soucis, puisque est-ce qu'on peut faire une histoire du temps présent? C'est compliqué. C'est toujours plus facile de parler de ce qui a eu lieu il y a 40 ou 50 ans. Parler de ce qui se passe maintenant, c'est toujours un petit peu plus complexe. Mais bon, je vais essayer de le faire de manière décontractée, hein, et puis je pense que ce ne sera pas tellement objectif. Je vais plutôt essayer de tracer comme ça des héritages, ou des formes d'héritage, et des pistes de travail du coup, qui peuvent se dessiner autour de ça. Voilà. Donc du coup, moi, je vais y revenir tout de suite après. Bon, je passe pour ce livre, je ne vais pas y revenir, j'ai passé déjà pas mal de temps la dernière fois, ça me prendrait trop de temps. Voilà. Un livre passionnant, vraiment. Passionnant, mais bizarrement normal. Deux choses, je pense que je vais essayer d'aborder l'héritage du livre d'artiste contemporain du point de vue de l'aspect un peu militant, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste de cet idéal du multiple, de l'œuvre pour tous, donc quelque part de ce fondement toujours un peu politique, hein, de l'objet artistique. On repense pas seulement l'œuvre d'art, on repense aussi les moyens de production et les moyens de diffusion. Donc ça a l'air comme ça un peu conceptuel, mais c'est en fait très important hein, sur la logique même de l'œuvre d'art, donc la dimension un peu politique. Et la deuxième approche, j'essaierai d'interroger le livre comme objet de chercheur. C'est bizarre hein, comme annonce, hein. J'espère que les pièces vont permettre d'expliquer un peu ces deux axes que je me suis proposé pour aujourd'hui. Alors, première partie, donc, c'est le livre engagé, le livre sous sa dimension un peu politique. Je commence bizarrement avec une page internet, qui est la page internet des éditions Zédélé. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est un éditeur de livres d'artistes basé en Bretagne, et qui édite exclusivement des livres d'artistes. C'est déjà intéressant parce qu'il y a des éditeurs pour ça. Il y a des éditeurs, il y a même des diffuseurs, il y a des libraires, pas énormes, mais il y en a quand même. Il y a même, ça je le dis le plus possible, même si c'est toujours un combat, mais il y a beaucoup de livres d'artistes qu'on peut trouver en librairie, d'accord? On peut commander en librairie éventuellement. Il y a des ISBN au taquet, hein, je veux dire, c'est pas des objets précieux, là encore, 10 exemplaires qu'on va acheter à la galerie Bidule, machin, des trucs, vous allez en boîte blanche, vous dites telle référence, ça se commande, ça arrive.
voire même pour des ouvrages un peu connus, on peut trouver assez facilement des Sophical à Actes Sud, qui sont des livres d'artistes, des Henri Cueco chez Folio, il est peut-être en Folio même maintenant, ou même voilà, des Yoko Ono. Il y a plein de livres d'artistes qui sont aujourd'hui édités, réédités, etc. Il y a aussi, et ça je trouve ça déjà intéressant de le noter, justement comme héritage, par rapport à ce que je disais avant, il y a des rééditions de facsimilés. Alors c'est important, pourquoi? Parce que, je vais y revenir après, en fait, toute cette partie un peu du livre politique, et plein de guillemets, la première partie, je vais essayer d'axer sur la question de la propriété. Qu'est-ce qu'on possède? Qu'est-ce qu'on possède? Qu'est-ce qu'on ne possède pas? Justement par rapport à ce statut du collectionneur. Le problème du livre d'artiste, c'est qu'il veut être pour tous, mais au bout de 40 ans, quand vous avez une édition à 1000 exemplaires, voire ou 300, parce que 1000 c'est assez rare quand on a un livre d'artiste, plutôt 700, 1000, 3000, quand vraiment ça se passe bien, quoi. Donc c'est pas des tirages non plus monstrueux, il faut être honnête, même si l'idéal c'est que ce soit limité. Bon, quand il se raréfie avec le temps, eh bien il redevient cher. D'accord? Donc il y a une espèce d'aberration dans le projet même. Utopiquement, on est pour tous. 50 ans après, on est quand même un peu cher. Alors attention, cher, il y a cher et pas cher. Un livre d'artiste, au plus cher, c'est quoi? 5 000 euros, 10 000 euros pour les grandes stars de l'art contemporain. Après, franchement, ça n'atteint pas. Dire, quand on compare à ce qui se passe sur le marché de l'art actuel, c'est peanuts, c'est vraiment rien du tout. Donc j'ai envie de dire, ça reste relatif. Mais par rapport au projet qui est, par exemple, moi, j'ai ma petite collection de livres d'artistes, il n'y a pas beaucoup, j'ai 80 titres, peut-être maximum, je ne vais pas compter, peut-être un peu moins. Mais donc ça gonfle un peu chaque année. Voilà, je suis entre 3 euros pour le moins cher. Non, gratuit pour le moins cher. Comptez les gratuits. J'y reviendrai aussi après, juste après d'ailleurs. Et bon, le premier payant, 3 euros, il est là d'ailleurs. Il est où? Il est là. Green as well as blue as well as red. Laurence Weiner, artiste conceptuel, années 60, deuxième moitié des années 60. Un livre formidable, très sec. Là, vraiment, s'il n'y a pas, si vous n'êtes pas un peu habitué à l'art contemporain et s'il n'y a pas quelqu'un pour vous amener un peu à ça, c'est juste des phrases. Donc, vous savez, l'art conceptuel, l'œuvre qu'on ne fait pas mais qu'on pourrait faire. Pas de matérialité, l'idée pure, etc. Bon, en fait, c'est beaucoup plus compliqué, plus intéressant que ça. Moi, j'adore Weiner, mais c'est pas forcément le premier truc que je vous conseillerais si vous n'avez pas l'habitude du livre d'artiste. 3 euros. Et bien, qu'est-ce qui se passe? C'est le petit rouge là. Il a été réédité par la collection Reprint. Je ne sais pas si c'est marqué, voilà, collection Reprint de ZDL. Super intéressant. C'est-à-dire, non seulement cet éditeur publie des livres d'artistes contemporains, de jeunes artistes, mais en plus, il réédite des facsimilés d'œuvres historiques. Formidable. On les re-rend accessibles et on les re-rend pas chers. Puisque le livre de Weiner, je crois que c'était 1,95 $ à l'origine, et là, je dis, il est à 3 euros. Donc, avec l'inflation, ça doit être bon, normalement. On est vraiment sur des ouvrages très peu chers. Et c'est formidable, moi, quand j'ai ce livre entre les mains, j'ai un vrai Weiner. Alors que Weiner se négocie sur les places du marché international à des tarifs ridicules. Ah non, exorbitants, bien que ce ne soit pas le plus cher. Rucher, Édouard Rucher est très très cher. Bon voilà, donc ça c'est juste une petite remarque. On a aujourd'hui pas mal d'un certain sens, c'est pareil, un éditeur basé à Rennes, de livres d'artistes, on réédite des facsimilés historiques. C'est déjà pas mal. C'est déjà une forme, je pense, de cohérence historique par rapport à cette logique d'une œuvre d'art banale, exceptionnelle mais banale pour tous, mais pas chère, etc. etc. Petite remarque, du coup, par rapport à la possession. L'idée que j'avais une petite citation d'Eugène Morel qui disait « Le meilleur remède contre l'emprunt illégitime est le prêt légitime ». Alors, l'emprunt illégitime, c'est une formulation pour dire le vol. On est plutôt au 19e. Donc, le meilleur remède, en fait, contre le vol, c'est la bibliothèque. Ou éventuellement, c'est des livres en accès pas trop cher. C'est-à-dire que le livre... Voilà, sur la question de propriété, je ne sais pas pourquoi je mets ce livre de Gogol. Gogol avait écrit un premier texte de jeunesse, qui était des poèmes, Hans Uschelgarten, et qui était visiblement un gros échec critique. Et il avait essayé de racheter tous les livres à la sortie pour les détruire. Donc il en a détruit beaucoup, mais il n'est pas arrivé quand même, parce que le texte existe encore aujourd'hui. Donc je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je trouve ça intéressant. C'est-à-dire le texte finalement ne lui appartient même pas vraiment totalement. Une fois que c'est édité, c'est parti, c'est sa vie. Alors ça aussi, c'est presque un petit décalage, mais c'est une plaque de gravure du 19e siècle. C'est-à-dire qu'on a un médium, et ici la gravure, qui est fait pour être multiple. Je ne sais pas si vous connaissez la gravure, sous presse. Donc on grave,
Et théoriquement, on peut en graver beaucoup. Alors en fait, la plaque s'use avec le temps. Mais avant qu'elle s'use beaucoup, quand même, on peut en tirer un bon paquet si la plaque est de bonne qualité. Sauf que, qu'est-ce qu'on faisait au 19e? On barrait la plaque. Après X tirages, je sais pas énorme, hein, vous voyez, hein, pas beaucoup, 10, 20, 30 maximum, bon. On barrait la plaque. Et c'était un certificat d'authenticité. On ne peut plus en retirer. Alors je trouvais ça intéressant de voir comment, finalement, le marché, la logique propre à la rareté, en fait, amène à contredire le médium. On va empêcher de... Le médium est fait pour... Alors on est dans l'utopie un peu, on va essayer d'être dans l'utopie ensemble, hein, pendant 1 heure. Mais ben voilà, après tout, le médium peut permettre une diffusion maximale. Formidable. C'est plutôt bien en termes démocratiques. Non, tchac, on empêche de... Et c'est un peu pareil, je dis ça parce que finalement c'est peut-être des problèmes qu'on va retrouver aujourd'hui avec la question du copyright, on va y revenir juste après, voire même la question du MP3, hein, du numérique. C'est une question qui est intéressante aujourd'hui pour la question de l'œuvre d'art et du livre d'artiste. Est-ce que quand on passe par un site internet, par un livre e-pub, numérique, etc., comment est-ce qu'on réintroduit de la valeur marchande, quoi, dans un médium qui est fondamentalement, là encore dans une société idéale où on aurait tous un salaire à vie sans travailler, imaginons, parfait, et on pourrait s'occuper d'autres choses. Je n'invente pas ça, parce qu'on m'en a parlé il n'y a pas longtemps, visiblement, il y a des vraies théories là-dessus, hein, sur les salaires minimums à vie. Comment est-ce qu'effectivement on pourrait avoir d'autres objectifs? Je dis ça aussi parce que dans les années 60, des gens ont pensé à des questions comme ça. Hein. On n'y pense plus trop aujourd'hui, mais cette remise en cause des logiques de marché, etc., ça a été très fort pendant une vingtaine d'années, un peu moins aujourd'hui, peut-être malheureusement, hein, c'est ce que je sous-tends, mais voilà la même gravure donc, imprimée par Monsieur Ségonzac. Pas du tout. D'ailleurs, c'est pas terrible. Non, je suis un peu méchant, mais c'est sympathique. Hein, c'est sympathique. Voilà. Alors, du coup, je voulais vous parler de ça, non pas du copyright, du coup, de la possession, de la propriété, du marchandage, mais du copyleft, d'accord, qui est l'inverse du copyright. Hein, le droit, c'est le gauche. Je ne sais pas s'il y a un lien politique d'ailleurs entre gauche et droite. Mais je pense pas. Mais voilà, copyleft, c'est un terme qui a été inventé au départ, non pas par les artistes, mais par les membres du logiciel libre. On revient sur des questions techniques. Hein. Logiciel libre, Linux, tout ça, pour ceux qui connaissent. Gratuité, mais devoir de circulation. Le principe du copyright, c'est je te donne mon logiciel en accès libre, mais par contre, tu le remets en circulation, et si tu l'améliores, même c'est bien si tu l'améliores. Ça, c'est plutôt pour les hackers. Hein. Après, ceux qui ne connaissent rien, ils prennent le logiciel. Ça va être, je sais pas, GIMP, par exemple, qui est le Photoshop version Linux. Mais voilà, il faut que ça circule. Et bien entendu, il ne faut pas qu'il y ait d'appropriation marchande d'un objet qui est gratuit. Promouvoir et protéger des pratiques artistiques libérées des seules règles de l'économie du marché. Voilà, ça c'est clair. Hein. C'est clair, c'est le principe du copyleft, tel qu'il a été, on va dire, repensé, cette fois-ci par des artistes. Et là, je prends des artistes vraiment très présents, qui ne sont pas très, très connus, moi je les connais, mais quand même, ils sont connus un peu. Hein. Antonio Gallego. Alors, le problème, c'est que je ne vous ai pas fait de fiche pour que vous puissiez le noter, et à l'oral, ça va être un peu laborieux. Gallego, comme ça se prononce, avec 2 L. Gallego, Antonio, qui était passé à Toulouse il y a une dizaine d'années de ça, et Roberto Martinez, que je connais un peu, très intéressant, et qui ont fondé une revue qui s'appelle Allotopie. Voilà. Un exemple, par exemple, ici de copyleft. Copyleft avec une espèce de revue collective, voilà, des images, des slogans. Mais bon, je ne vais pas tellement rentrer dans le travail en lui-même, c'est plus la forme de diffusion qui m'intéresse. Affiche. Chez livre d'artiste, hein, je ne ferai pas tellement de différence. Tract, affiche, éphéméra, comme on dit, livre d'artiste, revue, tout ça potentiellement fait partie d'une même logique hein, qu'on appelle en Angleterre la small press, la petite impression, d'accord, ou l'impression, voilà, l'impression un peu libre. Et intéressant ici déjà, je trouve ce geste simple de la gratuité de la production et de la reproduction qui va être poussé ensuite par une diffusion gratuite. C'est un geste simple, rafraîchissant, on va dire, ancré dans cette logique d'espace public. L'objet, effectivement, est tellement peu en appartenance qu'il est pour tous. Alors, il est à durée éphémère, certes, mais il est réactivable à l'infini. Hein. On réimprime, c'est du noir et blanc, c'est pas cher. Et on va comme ça pouvoir, dans des lieux spécifiques, dans des espaces publics, diffuser cette espèce de petite ouverture de pensée, cette image un peu étrange. Ça va peut-être
Là, c'est typiquement notre situation. Hein, ça va, on ne sait pas, oui, bon, année 2000, peut-être que ça va, est-ce que ça va? Et en même temps, l'image n'est pas vraiment rassurante. Ou alors elle est rassurante, mais dans une logique d'action. Je ne sais pas si c'est clair. C'est une image qui est déjà un peu politique, moi, je trouve, quelque part. En tout cas, elle intrigue, elle ouvre, voilà. Et elle doit corroborer toutes ces logiques. Voilà ici le travail de... Ah, qui est parfait. Avec Roberto Martinez, et un terme que j'aime bien, donc, qui s'appelle allotopie. Allotopie, c'est pas l'utopie, c'est un autre lieu. Un autre lieu, proposition politique ou sociale que ceux qui ont existé. Ça, c'est très fluxus. Alors, pour ceux qui étaient dans mes cours aux Beaux-Arts il n'y a pas longtemps, sur la question de l'utopie concrète, avec l'allotopie, on est vraiment dans une espèce de post-fluxus. Qu'est-ce que ça peut être une allotopie? Ça peut être... je vais vous montrer ça vite fait, même s'il ne faut pas que je traîne trop. Ça, par exemple, c'est un jardin dans les rues de New York. C'est-à-dire, c'est un autre lieu dans le lieu. C'est une espèce d'utopie concrète, minoritaire, hein, fraîche, tout ça là aussi, mais quand même incarnée sur une durée. Je fais un jardin dans le trottoir. Alors, ça est semé, ça. Hein, c'est-à-dire qu'on retrouve ça à Londres. Il y a eu des groupes, je ne me rappelle plus du nom, ça m'échappe, des groupes citoyens un peu associatifs, où les gens disaient, écoute, ça suffit. Là, dans la cour, en bas, dans la rue, il y a un grand trottoir qui ne sert à rien. Ils reprenaient des espaces vides et ils font des jardins collectifs, comme ça, que les gens entretiennent. Donc, il y a une logique un peu comme ça, de voisinage, de réappropriation citoyenne de l'espace public, des choses comme ça. Alors, qui ne sont pas artistiques, hein, mais qui sont un peu sur la frange. On voit ici Martinez et lui un peu sur la frange aussi de ce type de geste. Alors, ça n'a rien à voir avec le livre d'artiste, hein, mais pourquoi pas, hein. Bon, je ferai un peu le lien quand même. J'avance un petit peu avec toujours notre ami Gallego et Martinez, avec ici les tracts, que j'avais déjà montré à la dernière conférence. Hein, Tracteur. Tracteur, c'est quoi? C'est un livre-tract. Alors c'est aussi intéressant parce que c'est un livre qui s'épuise, d'accord? Ce sont des images qui sont réalisées par des artistes. Donc déjà, il n'y a pas un seul artiste, c'est un livre collectif, avec Gallego comme chef d'orchestre et Martinez. C'est un livre collectif, et ce sont des pages qu'on peut déchirer, enfin qu'on peut décocher. Hein, la reliure est maigre, juste un point de colle, et en fait le livre est fait pour disparaître. Okay, donc on défait, et qu'est-ce qu'on fait de cette feuille? On la donne. Donc c'est intéressant parce qu'on est dans le tract, bon, mais on est aussi dans le don. On est dans l'épuisement du livre. On est un peu chez Bataille, pour ceux qui connaissent. Hein, c'est un peu l'idée de, voilà, c'est la vie comme dépense, c'est l'art comme dépense. Il y avait une belle phrase de Godard que j'aime bien toujours avoir en tête, l'art naît de ce qui brûle. Chez Godard, c'est un peu compliqué comme ça, mais en même temps la formule est belle, énigmatique. C'est l'art, c'est aussi de la brûlure, quoi. C'est aussi de la consommation. On consomme quelque chose, et c'est ce feu qui donne une énergie qui, bon, j'interprète, mais là, ici, quelque part, il y a une dépense. Le livre est dépensé. Moi, je n'ai pas arrivé à le dépenser. Hein. Je présente, je le dis, j'en ai dépensé 4-5 feuilles, et après, je suis redevenu collectionneur. Je dis non, je l'ai acheté quand même 15 €. Donc, il est dans ma collection, il manque les 4-5 premières pages. C'est pas grave. Bon, je les ai données quand même, hein. J'ai joué le jeu. Hein. Mais théoriquement, on peut l'épuiser. Hein. Pareil pour ce petit livre historique, parce que pour les livres un peu politiques, on peut souvent faire une passerelle années 60. Hein. Là, ici, c'est Maurizio Lanucci. On est en 78, c'est pas années 60. C'est un peu la fin, déjà. C'est bientôt les années 80. Et Art as Social Environment, bon, je passe sur le contenu, parce que j'ai d'autres choses à vous montrer, mais vous voyez donc le livre qui est pré-perforé pour décrocher les pages. Okay, c'est un livre-tract. C'est la même phrase qui est imprimée sur chaque feuille. Et en fait, qu'est-ce qu'on a si on joue le jeu à la fin? On a une reliure vide, et tout le livre a été dispersé. Et c'est très beau, pourquoi? Parce que ça veut dire que l'art doit exister dans la parole, l'art doit exister dans l'échange. C'est aussi une belle citation comme ça que, si je la retrouve... Voilà, pour la question. Ah oui, un livre qui s'use rend plus de valeur qu'il n'en perd. J'aime bien ça. Un livre qui s'use rend plus de valeur qu'il n'en perd. C'est-à-dire que la valeur d'un livre, c'est pas sa valeur matérielle, c'est sa valeur d'usage. La valeur d'usage est toujours supérieure à la valeur matérielle. C'est un bon point de repère. C'est-à-dire c'est toujours, il vaut mieux, voilà, il faut qu'un livre ça tourne. Pour les enfants c'est pareil, il faut qu'un jouet ça tourne. Faut que ça, ce qui est important, un enfant, vous voyez un enfant quand il a un jouet entre les mains, ce qui est important pour lui c'est de faire le puzzle, c'est d'acquérir le concept. Une fois qu'il l'a fait, le jeu il tourne. Posséder sa petite voiture, non. Mais par contre, voilà, acquérir le concept, ça c'est bien. Hein. Donc il y a toujours un peu cette logique présente en creux. Allez, dernier exemple pour ce
pré-copyleft, mais on va voir d'autres exemples après, avec toujours Gallego qui en 98, pour la Technoparade, lâche de la colonne de la Bastille 120 000 flyers, bleu, blanc, rouge, avec écrit à leur verso « Servez-vous, servez-nous, servons-nous ». Phrase un peu étrange, là encore, c'est un peu comme ça va peut-être. Hein. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais on sent que ça veut dire quelque chose. Et ça enjoint, c'est un slogan finalement, mais c'est pas la force tranquille, hein. C'est un truc qui est déjà plus étrange, c'est un artiste qui s'approprie le slogan un peu aussi, quelque part, et qui lâche ça sur la foule. C'est un beau geste, je trouve, là encore, d'épuisement, de gratitude, parce que 120 000 flyers, quand même, c'est un petit budget, hein, je pense. Donc, voilà. Un peu toujours le même genre de logique. Alors, je reviens peut-être à des fondamentaux historiques. Fluxus. Fluxus, je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, ben, découvrez si vous pouvez, même si ce n'est pas toujours facile à découvrir. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas un gros archivage. C'est un mouvement qui a été vraiment dans l'art de vivre, dans la vie et l'art réunis, etc. Bon. Et du coup, comparé aux artistes conceptuels ou aux pop art qui ont envahi les musées et qui sont maintenant catalogués, archivés, prêts pour la postérité éternelle, Fluxus a été tellement dans la vie qu'ils ont moins joué le jeu de l'institution, donc ils sont un peu moins connus. Aujourd'hui, si moi je veux préparer une conférence sur Fluxus, je galère un peu. Même aux Beaux-Arts, ils ont des livres Fluxus, heureusement. Alors que c'est un mouvement qui est vraiment largement aussi important que les autres. Mais c'est toujours pareil. Quand vous prenez le parti pris d'être un peu contre l'institution, vraiment, eh bien, elle vous le fait payer un peu. Hein. Je ne sais plus qui c'est qui avait cette formule, mais que j'aime bien. C'est l'histoire, c'est toujours l'histoire des vainqueurs. Donc si vous êtes un peu perdant, ben, vous êtes moins dans l'histoire. Toujours à méditer quand on va au musée. Hein. Quand on va au Guggenheim, sympa, on a du pop art, on a du conceptuel. Qui on n'a pas ? C'est plus dur à voir. Ceux qui ne sont pas là. Alors Fluxus, ils y sont quand même un peu, mais voilà, moins par rapport à ce qu'ils devraient être. Et ils ont été les premiers déjà à... alors c'est une autre formule, c'est pour un catalogue qui s'appelait Fluxus International Inco pour une exposition. Et le copyright était remplacé par, je cite, « Par ailleurs, Fluxus est contre le copyright. Donc nous vous autorisons à vous en servir, mais ne réclamez pas de copyright non plus. » Normal, mais le principe est simple. Vous faites ce que vous voulez de ce qu'il y a là dans ce livre. Vous voulez le photocopier, vous photocopiez. Vous voulez diffuser, voilà, vous diffusez. Et il y a une espèce comme ça de relâchement, de se dire, ok, c'est possible, voilà. Ce qui compte à nouveau, c'est ce qu'il y a dedans. On se décontracte vis-à-vis des enjeux financiers. Voilà, puis eux, à l'époque, bon, c'était l'époque aussi peut-être qui aidait, mais ils avaient plein de copains. Ils dormaient à l'hôtel, ils dormaient chez les potes, on mangeait sur une boîte de sardines. Bon, je caricature, mais c'était un peu tranquille de ce point de vue-là. Je dis ça parce que j'ai toujours Filiou en tête, hein, que j'aime beaucoup, Robert Filiou, qui a vécu vraiment dans la misère toute sa vie, mais qui a vécu dans l'utopie et le bonheur collectif. C'est bizarre qu'on me formule un peu, mais bon. Non, mais c'est quelqu'un qui était très utopique dans son rapport à l'art et qui a eu beaucoup de copains. Ça l'a un peu aidé, je pense. Autre exemple, même époque, avec les situationnistes. Je ne sais pas si vous connaissez les situationnistes. Peut-être même avant, en fait. Hein, puisque là, le catalogue, je n'ai pas la date sous les yeux, mais ce n'est pas très grave. On a eu chez les situationnistes, vous connaissez les situationnistes, non, avec Guy Debord, la société de spectacle, le bouquin de Debord, qui est très bien, que vous trouvez pareil en folio maintenant. Et puis tout le travail artistique hein, de Debord, théorique, mais aussi artistique, une œuvre très très forte. Hein, en cinéma et aussi en livre. Et avec donc la revue de l'International situationniste de 58 à 69, donc on est vraiment sur les prémices quand même, avant même fin années 50, à Paris donc, tous les textes publiés dans l'International situationniste peuvent être librement reproduits, traduits ou adaptés, même sans indication d'origine. Donc là c'est total. Vous faites ce que vous voulez, vous en faites ce que vous voulez. On peut même, je crois que j'avais lu, vous pouvez même couper, biaiser, transformer. Il y a une espèce de décontraction totale. Même si le texte, vous lui faites dire autre chose, c'est pas grave, ça circule. D'accord. Donc il y a une espèce d'ouverture un peu totale par rapport à ça, ce qui est plutôt pas mal, je le redis, à une époque où on nous dit le photocopiage tue le livre. Hein, ça c'est marqué dans tous les livres aujourd'hui, ou dans tous les trucs où, je sais plus, c'est le téléchargement c'est mal. Hein, c'est un peu ça. C'est pas bien moralement de télécharger, etc. C'est vrai que c'est pas bien. Je peux le dire, je le fais.
Mais j'aimerais le faire différemment, hein, soyons honnêtes, c'est-à-dire je serais pour qu'il y ait une vraie rétribution. Mais en fait, bon voilà, c'est un gros débat, mais je ne suis pas convaincu que cette question-là soit posée sur des bons, avec cette histoire, hein, soit posée sur des bons fondamentaux. Qui demande le copyright absolu? Et comment vraiment rétribuer les artistes? Comment ça se passe tout ça? Quelle est la place des majors quand on est dans la question du truc? Et voilà. Si on revient sur un débat très simple qui est la culture, diffusion maximale pour tous, et après on voit comment organiser la société autour de ça, il me semble que c'est pas vraiment comme ça que se pose le débat. Bon, c'est une question très complexe et très délicate, mais je mets juste en parallèle, on va dire, cette espèce de décontraction de la diffusion copyleft, et puis cette espèce de moralisation un peu du copyright et du vol. Bon, voilà. C'est une question complexe, je ne veux pas non plus la simplifier, et je ne suis pas non plus spécialiste, mais je dis juste qu'il y a des gens qui disent que c'est plus compliqué. Ah, petite chose aussi, Internet. Alors, ça fait 2 fois que je montre Internet, en fin de compte, c'est intéressant parce que, bien entendu, je l'ai indiqué au tout début, eh bien, cet héritage du livre d'artiste, il n'est pas impossible qu'il ait aussi, bien sûr, des prolongements dans la question du numérique aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup, à ma connaissance, de livres d'artistes numériques, d'artistes e-pub, format numérique e-pub, mais il y a par contre beaucoup de sites internet, de plus en plus très intéressants, qui sont des nouvelles formes, on va dire, de publication, qui n'ont pas grand-chose à voir avec le livre, soyons honnêtes, qui sont des nouvelles formes d'incarnation du contenu, de l'écriture, de l'image, de l'hypertexte, du HTML. C'est autre chose que le livre. On n'a pas la séquence, c'est pas la même durée, c'est beaucoup plus spatial que vraiment temporel dans le livre, mais il y a quand même, à mon avis, un lien, ne serait-ce que sur le médium. Ici, par exemple, vous avez l'ensemble des revues de l'International Situationniste, accessibles sur Internet, en 2 clics sur Google. International Situationniste, tchac, premier lien, je tombe sur des PDF ou des mises en ligne, des articles, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'images, des articles de, voilà, super, diffusion, moi je trouve ça plutôt pas mal, on n'a pas l'objet, mais on va le voir, après tout, on peut l'imprimer sur son imprimante, hop, c'est parti, quoi. Et puis peut-être, oui, dernière chose, mais ça serait, je pense, quelque chose à suivre, mais on a maintenant, je crois, presque la moitié des livres, peut-être moins, aux États-Unis, qui sont des livres numériques vendus. Le commerce du Kindle, tablette, etc., c'est pas le cas en France, mais on peut imaginer, si effectivement les États-Unis ont toujours 10 ans d'avance, comme on dit, que la question de la tablette numérique va devenir quelque chose d'assez important. Bon, ben super, puisque les artistes se sont appropriés le livre dans les années 60, espérons que peut-être il y a aussi un truc à creuser de ce point de vue-là, sur l'appropriation d'objets artistiques numériques du point de vue de la tablette, je sais pas. Moi, j'ai pas trouvé grand-chose encore pour l'instant de ce point de vue-là. Je continue un petit peu avec les historiques, je vais peut-être passer rapidement sur celui-là, mais il est quand même intéressant et il est très important. C'est un livre qui s'appelle Xerox Book. Voilà. Xerox Book, je n'ai pas la couverture, c'est pas grave. C'est un livre très important historiquement. Mais là encore, finalement, je vais l'aborder que sur le médium, parce que sinon, je vais vous faire un quart d'heure là-dessus. Je pourrais faire un peu plus. C'est toujours rouge. Oui. Parfait. Parce que je ne sais pas si j'ai lancé. C'est bon. Pardon. Alors, quel est l'intérêt de ce livre? On est dans les années 60, je ne sais pas la date exacte, c'est pas très très grave. Un livre qui s'appelle Xerox Books. Xerox, c'est le photocopieur. Enfin. Donc en fait, c'est très intéressant, c'est un des premiers livres photocopie. Alors ça, c'est formidable, pareil, puisqu'on peut s'approprier, puisqu'on est dans le copyleft, puisqu'on est dans l'appropriation de médias simples, comme ça, accessibles, faisons un livre dans la photocopie. C'est un livre très intéressant pour des tas de raisons que je ne vais pas trop expliquer. Art conceptuel, l'expo est secondaire. Pour la première fois, c'est le catalogue qui est vraiment l'œuvre. Chaque artiste a 25 pages. Les artistes minimales ou conceptuels, 25 pages, vous voyez. Alors c'est très simple pour Carl André. Une page, un carré. Deuxième page, 2 carrés. Troisième page, 3 carrés. 25 pages, 25 carrés. Alors on est vraiment dans des logiques de processus comme ça, très, très simple, très sériel. Bon. Je ne rentre pas là-dedans parce que ça prendrait du temps, mais c'est tout de même intéressant. Première chose d'abord, il voulait le faire en photocopie, ça n'a pas été possible. C'est-à-dire ça a été possible, mais ça aurait été trop coûteux, étrangement, de faire tous les catalogues en photocopie. Donc les artistes ont fait leurs œuvres en photocopie, ça c'est Robert Morris, et on a ensuite fait le livre en offset à partir des photocopies. C'est un peu absurde, mais ce qui est quand même intéressant pour voir les rapports de technique aussi et de technologie. Et si je montre ça, c'est parce que Seth Siegelow, encore une fois, important de le dire, qui est le grand
Manitou, je veux dire, le grand éditeur et le grand galeriste de ces artistes conceptuels de cette deuxième moitié des années 60, avait dit lui aussi, comme d'autres à l'époque, très clairement, vous faites ce que vous voulez avec ce bouquet. D'accord ? Bien entendu, vous voulez le photocopier, photocopiez-le. Intéressant parce qu'aujourd'hui on hésite. Quand j'ai un filiou entre les mains, est-ce que je peux aller faire des photocopies et les diffuser comme ça? Pas seulement dans mes cours, parce que là j'ai le droit, mais dans la rue, est-ce que je pourrais? Filiou aurait dit oui. Les ayants droit disent probablement non. Et puis un éditeur bruxellois qui a les droits, bon, c'est compliqué. Mais dans l'absolu, pourquoi pas. Allez, j'avance un peu avec Potlatch. Je ne sais pas si vous connaissez Potlatch. Alors à l'origine, on va venir à des œuvres, mais marquons d'abord un peu le point d'origine. Potlatch, c'est un rite qu'on retrouve dans différentes tribus, un peu partout à travers le monde, qui est un rite, j'en parlais tout à l'heure, de dépense. Je parlais de la dépense. Ce sont des tribus, comme ça, qui participent d'un même territoire et qui vont se retrouver une fois ou plusieurs fois par an. Et elles amènent tout ce qu'elles possèdent de plus précieux, entre guillemets. Des poteries, des kayaks, des vêtements, éventuellement, je ne sais pas s'il y a des colliers ou que sais-je, mais pas de mémoire. Et ils brûlent tout. Ils brûlent tout. Donc, chaque tribu met tout ce qu'elle a amené au milieu de la place et elle le brûle. Et celui qui a gagné, entre guillemets, c'est celui qui a brûlé le plus. D'accord ? Étrange. Réjouissant dans notre société d'accumulation et d'appropriété. Non, la noblesse, entre guillemets, c'est de brûler. Voilà. Alors il y a eu plein d'ethnologues qui ont étudié ce rite-là. Le plus connu, c'est Marcel Gross, qui est arrivé après quelques autres, et qui a du coup théorisé un peu cette question-là, sur la question du don. Quoi. Le don gratuit, le don pas gratuit. Moi, Mauss, pardon. Je me disais, tu dis Gross, c'est bizarre. Merci. Marcel Mauss, bien sûr. Où c'est que j'ai sorti Mauss? Il n'existe pas, Mauss. Ça, je vais couper au montage dans la vidéo. C'est prévu. Et donc, Marcel Mauss a théorisé sur la forme du don. Toujours petite méfiance vis-à-vis du don. Moi, je ne crois pas au don. Enfin, le don, c'est toujours... Voilà, quand on donne à la sortie de l'église de l'argent, c'est parce qu'on veut acheter quand même un petit peu son salut éternel. C'est un don qui est relatif. Ces gens-là, quand ils brûlent pas pour rien. Ils brûlent quand même pour avoir accédé à une place symbolique dans l'ensemble des relations de tribu. Celui qui gagne, il a quand même une espèce de statut de prestige à l'intérieur qui n'est pas anodin. C'est un régime symbolique spécifique dans une société. Voilà, moi, ceci dit, je préfère qu'on donne. Alors, si vous voulez me donner, je dis ça, pour ma revue, par exemple, je prends. Mais je préfère qu'on donne et que ce don soit, on va dire, qu'on ait un bénéfice symbolique plutôt que de pas donner ou de donner sous des conditions qui vont être des conditions commerciales ou matérielles. Moi, je veux dire, pour tout, c'est bien. Voilà, juste pour dire, il n'y a pas de don pur, à mon avis. Je ne sais pas ce qu'en diraient les ethnologues ou les sociologues. Mais voilà. Peut-être aussi, ce qui est intéressant, on va le voir après, voilà, d'autres rites. Ça, c'est chez les Esquimaux. On retrouve ça quand même dans plusieurs... en Amérique du Sud, mais dans d'autres. Alors tout ça pour dire aussi que ce qui est peut-être intéressant, et on va le retrouver juste après, c'est que le don engage. C'est-à-dire qu'effectivement, si je donne quelque chose, potentiellement, j'engage l'autre à donner aussi. Moi, il y a celui qui donne, mais il y a celui qui reçoit. Moi, si je reçois, qu'est-ce que je fais? Je reçois, d'accord. Est-ce que est-ce que je prolonge le geste ou pas? C'est intéressant, là encore, en termes de circulation, et peut-être en termes des logiques de don qu'on va voir juste après. La première, puis on va enchaîner, c'est Potlatch, tout simplement. Potlatch qui était une des revues également issues de l'international situationniste, et qui était donc, il y avait Guy Debord, puis il y avait les autres. Et l'idée, c'était que chaque personne qui participait à la revue envoyait la revue gratuitement à 50 personnes qu'elle ne connaissait pas. Donc imaginez, vous prenez l'annuaire, et vous prenez 50 personnes au hasard, et vous lui envoyez quelque chose. Une image, un truc, etc. Imaginez que vous receviez. Moi, j'adore cette idée-là. De recevoir quelque chose, quelqu'un que je ne connais pas, qui dit quelque chose, sans que j'ai rien demandé. Enfin, je trouve que c'est un geste qui est intéressant, dans cette logique de don. Et on va la retrouver chez un artiste, voilà, je reviens un peu à du temps présent, un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Éric Wattier. W-A-T-I-E-R. W-A-T-I-E-R. Éric Wattier. Éric Wattier, qui par exemple ici, alors attention, pratique maigre, mais je vais essayer de bien vous en parler.
Quand j'y pratique maigre, c'est-à-dire c'est pas Jeff Koons, c'est pas le truc, machin, mais c'est un boulot qui nous aime énormément, très intéressant. Alors là, par exemple, qu'est-ce que c'est? Bon, je passe sur sa biographie, il a fait des fanzines, il a découvert le photocopieur, ça va être dans les années 80, fin 80, etc. Bon, il y a eu une génération, moi j'ai fait des petits fanzines à Paris aussi à l'époque, il y a une génération de photocopieurs quand même, hein, qui peut marquer aussi en tant qu'artiste, avant d'arriver aux Beaux-Arts, qui peut marquer aussi, prédestiner un peu un certain travail. Ça il appelle ça les architectures remarquables. Alors c'est marrant, pourquoi? Parce que c'est pas du tout remarquable. Hein. C'est des cartes postales. Vous voyez, geste maigre. Hein. Ce sont des reprises, des images qu'il a scannées, qu'il a récupérées, des vieilles images un peu, des cartes postales qu'il a scannées et qu'il a ensuite envoyées. Alors d'abord, architecture remarquable, c'est déjà, je trouve, intéressant effectivement de montrer des architectures qui ont été considérées comme remarquables, on en a fait des cartes postales, et qui sont quand même pas remarquables du tout. Hein, donc on est déjà dans un truc un peu bizarre, je trouve, et qui est intéressant. Et qui rejoint un peu le livre d'artiste, hein. Carte postale, l'objet pauvre, l'objet banal mais bizarre. Parce qu'en fait, le fait, je trouve, de les reproduire, et je trouve qu'il les re-rend par l'image. L'architecture est nulle, j'allais dire nulle, enfin elle est banale, mais quand même elles sont faites en carte postale, et lui, il décide de ces cartes postales en faire des œuvres d'art. Il y a quelque chose qui est déjà un peu étrange. L'image devient intéressante. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Moi, quand je vois ça, je me dis, c'est étrangement normal. C'est banalement intéressant. Hein, c'est des trucs un peu maigres là encore, mais qui sont pas inintéressants, je trouve, à envisager. Voilà, architecture remarquable. Qu'est-ce qu'il fait? Il les photocopie, il les plie en deux et il les envoie. Donc il y a vraiment chez lui un geste tout à fait assumé de reprise de ce geste de potelage et qui va consister à envoyer à 50 personnes pour chaque impression, il en fait une par mois pendant X temps, de ces architectures remarquables. Encore imaginez recevoir ça. Vous receviez l'image et vous receviez... Oui, un peu inquiet, même, je pense. Hein. Et du coup, vous receviez ça, vous receviez aussi un petit coupon de désabonnement potentiel. Voilà, non, ça suffit, merci. Un seul, ça me va. Voilà. Il a reproduit ça, attention, on est toujours dans... Alors chez Vacti, on est vraiment dans l'éloge du banal. Là aussi, il faut apprécier ce genre de pratique. Moi, j'aime beaucoup, mais il faut peut-être un petit temps d'adaptation, je ne sais pas. Celui-là s'appelle Paysage avec retard. Alors, ce sont des images de terrains constructibles. D'accord? Donc des images d'immobilier. Je crois même qu'il y a certaines images qu'il allait reprendre lui-même. Vous imaginez quand même la démarche de voir des images de terrains constructibles dans des agences immobilières et de retourner sur le terrain pour prendre la photo du terrain. Il ne se passe rien. Ce sont des paysages qu'il appelle avec retard. Alors c'est intéressant déjà, le paysage, c'est pas anodin du point de vue de l'art, hein, quand même. C'est quand même un genre en tant que tel de la peinture, même s'il l'aborde de biais. Et il y a presque toute une réflexion que je crois qu'il ajoute, si je me rappelle bien, une phrase sur chaque image, ça touche, c'est envoyé par la poste aussi, c'est la phrase « domaine public ». C'est déjà intéressant. Domaine public, c'est-à-dire, ça parle du regard, ça parle de la vue aussi. Hein. Quand on achète un terrain immobilier, on achète une vue potentiellement, mais on s'approprie cette vue, puisqu'on s'approprie le terrain, mais en même temps, lui, il nous rappelle que c'est du domaine public. Est-ce que c'est l'image qui est le domaine public? Est-ce que c'est ce regard? Je ne sais pas très bien comment l'interpréter, mais il y a une espèce de dialectique ici entre cette petite phrase, ces images qui sont, soyons honnêtes, d'une banalité confondante, hein, mais étrangement intéressantes. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'aime bien ces petits carrés de rien. Il faut être zen, il faut être un peu bouddhiste pour apprécier ce genre d'image. Mais on peut, je pense, après un certain exercice, apprécier très sincèrement, voire même esthétiquement, ce genre d'image. Enfin, c'est mon cas. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, mais c'est vraiment, moi j'ai beaucoup de plaisir à regarder ce petit bout de rien, qui n'est pas rien, et qui est intéressant après avec tous les enjeux peut-être aussi discrètement politiques, hein, que j'ai pu indiquer à l'intérieur. Voilà, je vais continuer avec Mathieu, et avec un livre qui me paraît également intéressant, qui s'appelle « Inventaire des destructions ». Alors, bon, d'abord, il est intéressant parce qu'il n'est pas cher. On dit, bon, on n'est plus dans la gratuité. On va trouver d'autres enjeux dans ce livre-là, mais qui sont aussi intéressants. On va retrouver le potelage ici. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il appelle l'inventaire des destructions. C'est un livre dans lequel il a recensé 99 cas de destruction volontaire d'œuvres d'art. D'accord? Donc, ce sont des artistes de l'histoire de l'art, parmi les plus connus, hein, pour certains, Opalka, Tinguely, Antaille, je ne sais pas si vous les connaissez,
Gina Penn, Le Koenig est connu, Rauschenberg, Bacon, Miro, Ben, Soulage, Richter, Onkawara, qui sont plus ou moins connus, mais ils sont tous quand même très connus. Et voilà. Et donc, en fait, c'est à la fois un travail d'enquête assez long sur cette logique de la destruction, en fait. Donc, on reste quand même dans cette logique, cet intérêt de Vattier pour le potelage, c'est-à-dire, voilà, ce que je pourrais comme exemple. Lors d'une crise mystique, Arthur Désiraud a brûlé certaines œuvres noires et 2 peintures à l'huile dans les forêts ardennaises en 1972. Qui n'a pas détruit ces œuvres d'art? Enfin, pour ceux qui pratiquent un peu, c'est presque cathartique. Moi, j'en ai détruit un paquet, j'en ai même brûlé, je crois, à une époque. Pour éliminer son stock de façon amusante, Isabelle Richard a balancé en les faisant voler ses peintures de soucoupe volante dans la décharge d'Aix-en-Provence. Ah, donc c'est une espèce de témoignage du rien, quoi. C'est un archivage de la dépense. Alors, est-ce que c'est rien, est-ce que c'est pas rien, est-ce que ça sert, etc. Bon. Déjà, je trouve ça intéressant. Là encore, le livre a l'air très soft, c'est juste des phrases, hein, mais je trouve très intéressant. Visiblement, il y en a que 2 ou 3 qui ne jettent rien. Il y a Sophie Kahn qui dit « Moi, je ne jette rien ». Dommage, je devrais jeter peut-être un peu parfois. Et du coup, ce qui est aussi intéressant par rapport à ce livre, je vous le montre vite fait, c'est l'histoire qu'il y a autour. L'histoire, c'est quoi? C'est que, je ne sais pas si vous le voyez ici, alors ça c'est le dos de la couverture. D'abord, la couverture. Petit problème sur la couverture, c'est que c'est un papier très, très mince. Je vais peut-être vous montrer plus tôt, excusez-moi si je me retrouve, le voilà. Le papier qui lui a été renvoyé par la bibliothèque, non, c'est le ministère de l'Intérieur, qui a renvoyé ça. En fait, quand vous faites un livre, parce que c'est un livre qui a été édité aux éditions Un Certain Sens à Rennes, les livres doivent être archivés par la Bibliothèque nationale, je crois. Et il a reçu une lettre de réponse donc de l'administration qui lui dit « Vous avez récemment procédé, blablabla, alors le livre nous est parvenu sans couverture et sans titre. Donc nous ne pouvons pas l'archiver. Ça n'est pas un livre. » D'accord ? Effectivement, on l'a vu un petit peu, le livre est effectivement sur la première page, il commence tout de suite avec le texte, un premier texte. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de nom. Okay, et c'est redoublé par le fait que la feuille de couverture, elle n'est pas cartonnée. Elle a le même grammage que tout le livre. Donc c'est comme s'il manquait la couverture. Donc eux, ils se sont dit malins, ils ont oublié la couverture, on va leur dire de la rajouter. Et la réponse des éditions à certains sens, et donc de Vattier, était simple, à dire le titre, c'est ça, c'est la première page, et toutes les informations légales, au lieu d'être effectivement sous le titre, je les ai mises, pas de souci, à la fin, sur la 4e de couverture, d'accord? Commencer en août, rédiger, etc., etc. ISBN doit être quelque part, bon, on dirait qu'il n'y en a pas, mais c'est étrange. Et donc, il dit c'est un livre. Le livre a été archivé après coup, il a dû être accepté forcément, mais ça a posé problème à l'administration. Donc je trouve ça intéressant. Ça c'est un petit détail, mais comment est-ce qu'un livre d'une banalité simple comme ça peut malgré tout porter à délicatesse du point de vue de définition officielle et traditionnelle. Un livre, c'est une couverture, c'est un titre, c'est un nom, c'est un machin. Soit dit en passant, c'est aussi marrant, c'est une pratique qui existait déjà au XVIIe, d'avoir des livres qui commencent sur la couverture. Il y a même des éditeurs qui le font maintenant, je sais plus, même en poche, à l'époque, qui faisaient commencer le roman sur la couverture. Mais c'était quand même une couverture. Mais au XVIIe, c'était vraiment ça. La couverture, c'était le début du roman. Et on continuait directement sur les pages d'après. Donc c'est assez amusant aussi, c'est logique de pratique. Allez, je vais enchaîner. Peut-être que je vais commencer à passer, parce que comme d'habitude, j'ai prévu trop. Oui, parce que je voulais faire un lien notamment avec la question de l'éphéméra, et notamment les éphéméras que je produis avec ma revue. J'en parlais un petit peu, enfin la revue dont je m'occupe, la logique de gratuité. Éric Vattier, bon, je vais peut-être passer vite fait. Ça, c'est un CD. C'est un livre que le possesseur peut actualiser lui-même. Vous voyez comment il décale les jeux de rôle, là encore, dans cette logique du don et du contre-don. Le livre, c'est un CD. Et c'est le possesseur qui va l'éditer lui-même, sur son imprimante parfois même. Il a des propositions très simples. Pareil ici avec son site Monotone Press, toujours de Éric Vattier, qui est un livre de gratuité. Donc vous voyez, il prolonge le principe du livre d'artiste en se disant c'est pas possible, il faut utiliser le numérique et Internet, et il met en ligne des images, des livres potentiels que vous pouvez télécharger en PDF, en JPEG, et vous pouvez imprimer sur votre imprimante. Alors certes, on a un livre
peu banal, hein, c'est une feuille, noir et blanc, photocopiée, etc. Mais c'est une vraie œuvre d'art, c'est compris comme tel, multiple et accessible à tous. Le principe est très bon, je trouve quand même, hein, et les œuvres sont très intéressantes. Hein. Donc voilà, hein, toujours sur cette logique un peu de l'Internet. Allez, je continue et je vais passer à peut-être la deuxième et dernière partie de cette conférence. Alors d'abord un petit livre de Hans-Peter Feldman pour marquer un peu ma désapprobation. Après calme, je vais critiquer Feldman. Bon. Feldman, ça a l'air de rien, n'est pas très connu. Dans le monde des artistes, il est très connu. Dans l'art contemporain, il est très très connu. Et il a une pratique de l'archivage. Il archive des photos. Là, c'est un projet qui s'appelle 100 jars. 100 ans, merci. Je vais dire 100 personnes, mais c'est 100 ans. Et c'est 101 photos, il faut compter la couverture. Le principe est très simple. Première page, 1 an. Deuxième page, 2 ans, etc., etc. Jusqu'à 100 ans. C'est un projet qui est tout simple hein, et qui est assez beau, je trouve. C'est un livre qui est assez réussi, où vous passez d'une page à l'autre et vous avez un continuum. Alors, vous ne savez pas quand ça commence, vous ne savez pas quand ça finit, vous n'avez pas les dates de naissance exactes. On sait juste que c'est des photos qui ont été prises au même moment, dans l'entourage de l'artiste, proche ou indirect, famille, amis, voisinage, que sais-je, et qui ont permis de construire une certaine durée. Alors c'est ça déjà qui est intéressant dans ce livre, c'est la cohabitation de plusieurs durées finalement. On a les durées, on va dire, des individus, on a les durées de la prise de photos, on a la durée globale finalement, 1 siècle, 100 personnes, on a effectivement chaque personne qui va incarner une durée, et qui va incarner cette durée qui est étrange, parce que c'est une durée d'habitude, un siècle c'est 19e, 20e. Là c'est un siècle abstrait, je dis on ne sait pas quand ça commence et quand ça finit. C'est une durée un peu neutre, et qui pourtant, dans cette neutralité, dans un dispositif qui est assez rigoureux, produit quelque chose qui est très beau, je trouve, sur un message qui marche toujours, très universel, sur le temps, quoi. Le temps qui passe. Vous avez fait un peu chez Boltanski aussi, on peut le retrouver chez d'autres artistes, hein, on pourrait le rapprocher un peu de Boltanski, c'est un peu la même génération, sur ce rapport au temps qui passe, à la disparition, bon, même si c'est pas forcément le message, mais il y a une espèce de cohabitation de différentes durées. Bon, très beau livre, et en plus, je dis au passage, qui est édité par un éditeur plutôt allemand, un éditeur commun, pas un éditeur d'art, c'est un éditeur comme, je ne sais peut-être pas Gallimard, mais voilà, c'est intéressant à noter aussi. Un livre d'artiste, mais publié dans les conditions d'un livre normal. Toujours important. C'est une petite réussite d'arriver à des choses comme ça, il me semble, du point de vue de tout ce que j'ai pu décrire avant sur le livre. Et Leszek Brokowski, qui est un maître de conférence à Rennes, qui s'intéresse à ces questions-là, a raconté notamment l'expérience qu'il a eue en allant en 2008 au musée d'art moderne, et où il est tombé sur ce livre qu'il connaît très bien, qu'il aime énormément, qu'il a feuilleté de nombreuses fois, et qu'il a vu en exposition. Voilà, donc il y a différentes formes d'actualisation. Et c'est très intéressant, il parle notamment de la déception qu'il a éprouvée en voyant les originaux. Alors c'est super ça. Hein. D'habitude, moi quand je vois un Picasso que je connais depuis des années dans une revue et que je le vois en vrai, je suis très content. Là c'est l'inverse. En fait, parce que la mise en exposition des photographies, qui n'était pas faite pour ça à l'origine, théoriquement, elles étaient faites pour le livre, a fait quelque part perdre à l'œuvre. L'œuvre a perdu. Qu'est-ce qu'elle a perdu? Alors elle a gagné, c'est sûr, en valeur financière, en valeur esthétique. Oh mon Dieu, c'est beau. Et encore, dans un livre, on trouve beaucoup de plaisir esthétique. Elle a gagné en cérémonie. On dit, oh, je suis au musée, attention, pas faire de bruit, on se tient debout, on regarde, machin, truc, etc. Mais elle a perdu tout le reste. Elle a perdu le livre que j'ai dans la main, le fait que je l'ai lu plusieurs fois, que je l'ai posé peut-être sur ma table de chevet, qu'il est dans mon salon, que je l'ai prêté à un copain, que j'en ai parlé avec des gens, que je l'ai relu encore, que je tourne les pages. Hein, j'ai perdu cette séquentialité du livre, qu'on n'a pas ici, ou différemment. Même ici, on ne l'a pas vraiment. Ici, on passe d'une photo à l'autre, on a la personne à côté, attention, faire attention. Voilà, on a perdu plein de trucs. D'accord? On a, par contre, bien entendu, et on peut poser une question bête, hein, mais bon, je la pose de manière faussement naïve. Qu'est-ce qui fait... Alors, merci. Qu'est-ce qui fait... Quelle est la différence fondamentale entre l'édition de ces photos dans un livre et l'édition de ces mêmes photos en tirage argentique?
aucune. Je veux dire, en termes esthétiques, peut-être la qualité est un peu au-delà sur le tirage argentique, si on expo, etc. On peut avoir des très beaux rendus aujourd'hui. Non, la différence, elle est bête. Hein. C'est des tirages uniques. Donc, ils sont chers. Donc, ils sont pour le musée. Donc, ils sont pour la conservation. Donc, etc., etc., etc. Très bien. C'est la logique de conservation des musées. Et c'est là que je redis à quel point, finalement, le livre d'artiste, encore aujourd'hui, contient un contre-modèle. Pas seulement dans les œuvres qui sont proposées, mais aussi, parce qu'on ne fait pas tout à fait les mêmes œuvres quand on est artiste, quand on a l'objectif de faire un livre, mais c'est un contre-modèle de production et diffusion quand même. On ne fait pas tout à fait les mêmes choses. J'aurais tendance à préférer ce modèle-là. Et ça serait bien qu'il puisse se disséminer à une époque où le marché, qui est une chose importante et nécessaire pour le champ d'art, a tendance à prendre trop de place. C'est bien de rappeler qu'on peut le remettre en cause et que quelque part, les logiques marchandes qui viennent se surajouter, il faut des galeries, hein, il faut vraiment, je ne reviens pas non plus là-dessus, je pense qu'il faut être nuancé, mais quand même, voilà, je finis un peu sur cette remarque. Je placerai un petit tacle aussi. Alors j'ai du mal à le trouver, ça, mais j'ai trouvé. Édouard Rucher, avec les Parking Lots, qui est une série de ruchers sur les parkings. À Rucher, on l'a tout petit peu vu tout à l'heure, c'est un peu avec les 26 Gasoline Station. Il a aussi fait ça avec les parkings, avec plein d'autres objets, les immeubles, les piscines, etc., des séries. Tchac, vous voyez, exposition. Et non, les photos, elles sont faites pour le livre. Il n'y a aucune raison de les exposer. C'est mieux même si on ne les expose pas. Parce qu'à ce moment-là, on valide le fait que le livre est une vraie œuvre d'art. On n'a pas besoin de la relégitimer, ou de la refinanciariser, ou de les retirer à nouveau en grand format, ou que sais-je. Voilà. Donc, petit tacle gentil, hein, pas méchant, mais pareil ici pour On the Road, un très beau livre sur Kerouac, mais très précieux, très cher. Alors je l'ai redit, Rucher, c'est l'incarnation de l'idéal du livre d'artiste pauvre et riche dans le fond, pauvre dans la forme, pas cher, mais très beau, bon, etc. Ici, on a des livres, brochet, machin, Kerouac, illustration du texte, bon, toujours pareil, on peut un peu taquiner un petit peu, hein, ces artistes qui sont maintenant très installés. Et je mets très modestement en contre-modèle l'exposition des livres que je fais avec mes élèves, qui sont un peu à contre, voilà, qui sont un peu dans cette incarnation simple des livres lisibles, d'accord. On fait des livres d'artistes, on les produit à X exemplaires, et ensuite, oh mon Dieu, on les lit. C'est tout. On les rend accessibles, voilà. On reste un peu dans cette logique, toujours pareil, d'un espace de lecture et d'être plus sur la beauté du contenu, le contenu, voilà, il y a des enjeux esthétiques, mais on ne surajoute pas non plus des grands formats, des grands... je sais pas si, je pense que c'est à peu près clair. Allez, je termine pas, mais je termine bientôt, parce que je suis déjà un peu en retard, je vais pas vous... Allez, vous me laissez 10 minutes encore, hein. J'accélère un peu, pour pas être trop décalé. Alors j'ai passé vite sur celui-là, c'est dommage. Mais je me suis dit que tu montres quand même beaucoup d'œuvres un peu sèches depuis le début. Donc je vais vous remontrer, quand je dis sec, moi c'est très positif. Hein. Des œuvres qui peuvent être très chaleureuses, mais quand il n'y a que du texte, moins d'images, etc. Ça c'est Tom Phillips, formidable travail, qui va consister à récupérer un livre à 3 pence, je crois que c'est en 84 qui fait ça, qui s'appelle le Human Document de Malloc, pris quasiment au hasard. Payé pas cher, et il va décider de l'illustrer totalement. Attention, pas l'illustrer, il va quasiment comme un moine le recouvrir. Et alors, visiblement, j'ai l'info, il fait les recto verso, parce que des élèves m'avaient demandé une fois, il fait les recto verso, et il va comme ça, sur chaque page de ce livre, réaliser une peinture, et opérer un geste de ponction poétique, garder certains mots, retirer d'autres, et réaliser des peintures par-dessus. C'est un livre qui est magnifique, hein, très beau, vraiment. Là, pour le coup, très esthétique. Et puis qui permet de concilier plein d'enjeux du livre d'artiste. C'est un livre multiple, puisqu'il a été édité, mais c'est quand même un livre unique, et qui est fait à partir d'un livre qui est lui-même multiple au départ, le livre de Malloc, etc. Donc on est dans une espèce de positionnement. Il a d'ailleurs, si je retrouve ça... Excusez-moi, du coup vous allez voir toutes mes applications, ça c'est pas moi. Hein. Est-ce que je vais le retrouver? Ah, le voilà. Le YouMoment. Il en a fait une version iPad. Pas mal, très rare. Je ne sais pas si elle est extrêmement intéressante, mais elle est pas mal quand même. Hein. Voilà. On va avoir l'accès au livre dans sa totalité, en numérique. Hein. Et très étrange, avec un espèce de jeu de prédiction qui vous tire des
consulte, voilà. On peut consulter une espèce d'oracle, voilà. Et il nous tire au hasard une page. Très étrange. Ok, merci. Et quand même. This to page, voilà, pour votre destin, etc. Bon, super, hein, pas mal, hein. Moi j'aime bien déjà l'idée déjà de tenter de développer des œuvres sur. Voilà. Et pourquoi je parlais de ça au début? C'est parce que le livre dans le commerce coûte 34 euros. Et toujours pareil, Led Zeppelin racontait qu'il voulait l'acquérir et que l'éditeur lui dit: Ah, c'est ballot, j'en ai plus à 34 euros, mais si tu veux, j'ai celui à 34 euros avec une petite lithographie. Je te le fais à 180 euros. La lithographie, un peu, bon, elle est belle, hein, c'est bien, moi je l'aurais, je serais content, je la mettrais sur cadre, j'aurais un pseudo œuvre unique, parce que la lithographie c'est en multiple, il a dû l'imprimer à 300 exemplaires, etc. Bon, voilà, c'est toujours pareil. Hein. Même les éditeurs, il faut bien qu'ils fassent des sous. Je reviens à la citation. Un livre qui s'use rend plus de valeur qu'il n'en perd. Hein, c'est simple, mais c'est compliqué, mais c'est clair en même temps. Allez, je termine avec deux choses. Je n'ai pas gardé le plus simple pour la fin. Vraiment pas. Mais c'est pas grave. C'est Jean-Claude Lefebvre. Alors, Jean-Claude Lefebvre, c'est une pratique étrange. Je vais essayer d'en parler. Je ne vais pas y passer des heures non plus, parce qu'il faudrait sûrement du temps. Mais c'est une pratique qui, depuis les années 80, s'est peu à peu constituée autour de la logique d'archivage. C'est-à-dire que c'est une pratique, essentiellement une pratique du texte. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Un peu séduisant. Pas grand-chose. Voilà, des textes. Ce sont des textes, en fait. C'est une pratique quotidienne, méthodique, qui l'amène à réaliser chaque année minimum 200 fiches, voire 300. D'accord? Ces petites fiches, c'est des petits textes dactylographie qui racontent un peu sa vie, pas de manière absolument autobiographique, mais quand même, avec les dates, qui racontent l'art, le jeu de l'art, l'exposition de machin. Alors, à un point de vue presque un peu sociologique, mais c'est pas de la sociologie non plus. Il a reçu un carton d'invitation, il donne la taille, il dit qui, comment, etc. Il a une exposition prévue, des projets, il a envie de faire, il va faire. Il chronique en permanence l'ensemble des éléments de sa vie d'artiste. C'est-à-dire, c'est comme si, un peu à la manière de Ponge, pour ceux qui connaissent le travail de Francis Ponge, c'est comme un atelier de l'artiste. Et cet atelier, il a décidé que c'était l'art, c'était son œuvre. Mais il a mis du temps à arriver à faire ça. Donc il fait même plus de photos, il fait des expos. Mais alors des expos, attention, il n'y a pas grand-chose à voir. Il fait beaucoup, hein. Mais il faut avoir envie d'aller les voir, ces artistes. Hein. Mais c'est vraiment passionnant. Après, on est rétribué, théoriquement. Enfin, rétribué. On est en retour. Hein. C'est un don contre don, là aussi. Et du coup, voilà, c'est l'ensemble de ces fiches, il en a des milliers maintenant, qui constituent une œuvre globale, qui est une œuvre d'archive, une œuvre d'archivage. Et quand il fait une expo, il incarne, il active ses archives. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais il y a quelque chose qui est de cet ordre. Donc quand vous avez des œuvres de Jean-Claude Lefebvre, ben, vous avez juste des textes. D'accord? C'est difficile, hein, en expo, c'est pas évident. Hein. Il en fait déjà une version que je trouve intéressante, c'est qu'il en fait notamment des lectures. Donc il va faire des activations de ces fiches en fonction des expositions qui lui sont proposées, et il va en faire des lectures. Voilà. Alors pourquoi je présente ça? Et ça, je pense que j'ai manqué un peu de temps, peut-être que ça sera l'occasion d'une autre conférence. C'est le deuxième temps, moi, qui m'intéresse beaucoup par rapport au livre d'artiste. J'ai beaucoup parlé de la dimension un peu politique, dans les enjeux de production, etc. La deuxième chose qui je trouverais intéressante, c'est la dimension de recherche. Qu'est-ce que permet le livre d'artiste que ne permet pas l'exposition traditionnelle? C'est d'envisager le travail d'un artiste, non pas sous les auspices un peu traditionnels de l'œuvre d'art, mais sous les auspices du chercheur. Un artiste est un chercheur. Alors attention, c'est pas un chercheur au sens traditionnel, enfin, je le dis, c'est pas un physicien, c'est pas un sociologue, mais c'est un chercheur. Et depuis les années 60, il y a eu pas mal d'artistes qui ont réfléchi à cette question, à se dire, moi en tant qu'artiste, est-ce que je suis obligé d'être dans cette logique? Je fais une œuvre qu'on expose au musée, elle est bien, elle n'est pas bien, elle est achetée, pas achetée, elle produit de la sensation, elle produit de l'effet, voire même, années 2000, elle produit du spectacle. Je reviens à Jeff Koons, mais on pourrait tracer un peu cette critique en creux du champ de l'art contemporain aujourd'hui, qui s'est un peu spectacularisé depuis une vingtaine d'années, pour des tas de raisons, bonnes et mauvaises, d'accord? On ne va pas non plus trancher un peu arbitrairement, mais plutôt mauvaises. On va trancher quand même un peu. Disons que c'est un... Bon.
Eh bien, il y a des contre-pratiques, et là, le livre est très, très bien pour ça, qui sont des pratiques d'inscription dans une réflexion. C'est formidable quand on fait un livre, parce qu'on n'a pas un mur, on n'a pas une œuvre, on a des pages. On peut faire une image, puis on peut faire un texte, puis on peut rajouter un document. Ou là, on peut faire que des images, on fait ce qu'on veut. Hein. Mais il y a cette possibilité de s'inscrire dans la lecture. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer aussi Jean-Claude Lefebvre. Quelle est l'œuvre de Lefebvre? C'est une œuvre de lecteur. Il demande au spectateur, très étrangement, non pas d'être un voyeur, mais d'être un lecteur. D'accord? Et on peut l'étendre aux images. Donc, quand je vais voir une peinture, une photo, je la lis aussi. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ce rapport à la lecture. L'art est à lire. C'est à faire de lecture. D'accord? Donc voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais je trouve que cette décontraction vis-à-vis du texte, ou de manière générale vis-à-vis d'une lecture de l'image, elle est très intéressante aussi dans un statut potentiel de l'œuvre, non plus comme objet auratique, rare, précieux, bizarre, etc., mais comme un objet aussi de pensée, bizarre aussi, hein, et dans une pensée de l'image, attention, je ne suis pas en train de brader, je ne sais pas si je suis très clair, je ne suis pas en train de brader les enjeux de plasticien, de forme, de couleur, mais voilà, dire qu'il y a vraiment, à mon avis, un statut intéressant à adresser autour de ça. Je vais peut-être passer sur Jean-Claude, tant pis, j'ai encore été un peu trop gourmand. Je montre juste pour terminer un petit projet, voilà, ça c'est très modestement encore, je parle de moi pour terminer. Mais sur un projet qui se fera peut-être ou pas, je ne sais pas encore, c'est que j'avais commencé à être en contact avec l'université. Voilà, je terminerai un peu sur l'histoire. Dans les années, je crois que c'est en 68, on avait la fac d'art plastique qui est créée à Saint-Charles à Paris. Alors que va faire l'art plastique à l'université? Domaine traditionnel du savoir, etc., universitaire. Eh bien, il y a la naissance, je pense, dans le champ de l'art, avec Journiac notamment, qui n'est pourtant pas un artiste conceptuel, que sais-je, hein, qui est plutôt un artiste de la performance, et puis tout un tas d'autres artistes, l'ambition de faire que l'art relève du champ des savoirs, et pas simplement du champ de l'apparat ou des approches traditionnelles de l'esthétique. D'accord? Il y a eu un vrai enjeu vachement intéressant par rapport à ça, à cette époque-là, qui est de dire un artiste, c'est un penseur. D'accord? Il fait des images, mais il pense aussi. Et cette pensée, elle a une valeur aussi artistique. D'accord? C'est pas simplement une théorie en amont qui donnera des images en aval. Non, c'est un truc qui est vraiment une dynamique globale, théorie pratique, et tout est pensé en même temps. Voilà. Et ça a ouvert des super pistes. Et donc j'ai été un peu en contact avec l'université du Mirail Art Plastique, et je voudrais un peu, de manière un peu taquine, dresser un constat d'échec, je trouve. C'est-à-dire que ce que j'ai vu à l'université, c'est beaucoup de théorie et très peu de pratique. Et finalement, en art plastique, hein, je parle. Et du coup, je trouve que cet idéal qui était posé, tel que moi je le conçois, d'un objet esthético-réflexif, donc un objet de chercheur artistique, il faudra que je travaille hein, sur cette séquence, hein, mais je la trouve intéressante quand même à présenter en l'état, eh bien, voilà, je trouve qu'elle s'est perdue. Donc là, c'est une petite critique vis-à-vis de l'université d'art plastique. C'est pas vrai de toutes les universités d'art plastique, il faudrait voir en toute la France, etc. Mais il y a un enjeu ici spécifique qui s'est un peu perdu. Moi, j'ai pas trouvé vraiment d'oreille vraiment ouverte à ce type de choses. Faire un mémoire ou faire une thèse, c'est quelque chose d'un classicisme absolument atterrant, je trouve, hein, en termes de possibilités d'inventivité théorique, d'inventivité formelle de la théorie, ou d'inventivité formelle, je sais pas, dans cette relation dialectique. Donc voilà, c'est juste pour dire que j'ai un projet, du coup, que j'aimerais bien incarner dans les mois qui viennent, qui sera exactement là-dedans. Reprendre toutes mes archives de mon blog, pas grand-chose, hein, mais j'enchaînais sur le faire en même temps. J'archive maintenant depuis plusieurs années sur un blog de petites notes très légères, et depuis un certain temps, je me dis, mais en fait, peut-être qu'il y a un truc à creuser là-dessus. Peut-être que cette petite chose très bête de l'archivage quotidien de petites notes, de petites images, je peux en montrer vite fait. Je suis toujours sur Vanille en ce moment. Là encore, très modestement, mon site s'appelle Quentin Jouret. Tac. Bon, c'est pas grand-chose, c'est un petit mot, mais je vous montre vite fait. Et voilà, du coup, j'aimerais bien essayer de trouver une forme qui me permette de construire un livre, si la connexion est bonne ou pas. Quelques images, des petits textes, des pubs. Malheureusement, attaque en justice.
Bon, on voit pas grand-chose, c'est dommage. Voilà. Des petits textes. Bon, là, ça donnera rien. Hein. Des photos. Il faudra après pouvoir les lire tranquillement. Des images. Voilà. Une chronique, hein, toute simple. Une espèce d'archivage au quotidien. De manière très, très, très différente de le faire. Je ne compare pas du tout. Mais voilà. Et donc, l'idée, ça serait de produire un livre qui me permette. Là, j'ai le plan du livre déjà, normalement. J'ai le plan du livre déjà qui est fixé. C'est ça. Ce sera en 3 parties. Ça serait en 3 parties. Il y aurait l'idée de faire une bibliographie, une table des matières, enfin vraiment de respecter toute la charte classique. Mais je pense qu'il y a peu de chances que ça plaise aux directeurs. Bon voilà, je le présente vraiment à l'état un peu informe, hein, comme ça, mais l'idée, ça serait de pouvoir essayer d'envisager ce rapport. Voilà, par exemple, j'accumule depuis plusieurs années des centaines de fiches aussi de citations. Et une des parties du bouquin pourrait être notamment la manière de faire un montage, une construction de ces citations. Donc j'ai des petites citations. Benjamin avait déjà fait ça, Walter Benjamin, avec Paris, capitale du XXe siècle. Faire un travail créatif, théorique, moi je placerai quand même dans le champ de l'art, même si c'est vraiment un cheval, à partir en plus de textes qui ne sont pas de moi. Bon, pourquoi pas. Et puis voilà, j'ai 2-3 autres idées. Et je termine avec la revue blanche, bien sûr, qui pour moi est un peu l'aboutissement de un peu tout ce que j'ai dit. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas très objectif quand même sur ma présentation du livre d'artiste. C'est-à-dire un objet éditorial potentiellement accessible quand même, pas cher, avec l'édition d'artiste, 25-35 grand format, la revue théorico-réflexive, un interview, des textes, etc. Et puis un gratuit, qui est en diffusion à 2-3 000 exemplaires. La revue qui est diffusée un peu partout à Toulouse, MJC Quartier, enfin centre culturel. La revue est aussi accessible en prêt dans une quinzaine de bibliothèques à Toulouse, comme une revue normale, hein, à côté de Auto Magazine. Hein. Voilà. Donc pour moi, je retrouve un peu tout ce que j'ai essayé de dire, c'est-à-dire une dimension de séparer, de pas séparer. 3 seuils, le petit, le moyen, le grand, l'œuvre, la réflexion et la diffusion. Et tout ça en même temps, pas cher. Donc on est un peu dans cette logique d'essayer d'incarner ces différents éléments. Et je vous remercie. Je termine ici cette séquence de 3 conférences. Merci à tous. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais voilà. Merci. On est bon, on s'arrête là. Merci bien. Au revoir.